Après Doflamingo et Kaido à la tête d'un jeu de cartes, je vous révélais que ce jeu pouvait en cacher un autre. Une deuxième main dissimulée dans celle d'Oda est capable de nous mener sur la piste du prestigieux trésor qu'est le One Piece. De cette façon, les premières cartes dévoilées furent celles des As distribuées Odi. Chacun de ces vues attribuait un élément et une arme antique. Le pic, le feu et Pluton pour Ace, le carreau, l'air et Uranus à Dragon, le cœur, l'eau et Poséidon à Trafalgar. Et enfin le trèfle, la terre et la quatrième arme antique au mystérieux Di encore inconnu à ce jour. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va enfin pouvoir débuter la suite de ce grand jeu de cartes, à commencer par la reine de pique trônant sur le siège de l'arme antique, Pluton. Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un petit avant-goût de la suite de la théorie des cartes. Vous avez été très nombreux à apprécier et commenter cette théorie, je vous en remercie grandement. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de publier un petit aperçu de la suite car elle méritait une vidéo à part entière. Il y a quelques semaines de ça, ma théorie portait sur Pluton et l'animal qui pouvait en être son gardien, le serpent roi, tout comme les rois des mers l'étaient pour Poséidon. Cette fois, on va consacrer cette vidéo à la reine qui pourrait siéger sur le trône de pique et qui serait l'incarnation de l'arme antique Pluton si celle-ci était humanoïde à l'image de Shirahoshi. Donc sortez le popcorn, le coca et tout ce que vous avez de bon et c'est parti. Poséidon, dieu des océans, fut incarné dans la plus grande simplicité par une entité aquatique, une sirène, et fut accompagné tout naturellement de ses rois, les monstres marins. De cette façon, l'attribut de l'océan fut respecté à la lettre. C'est la raison pour laquelle si Pluton, dieu des enfers, se devait d'obtenir une reine comme incarnation, elle se devrait en toute logique être associée aux enfers et contrôler un animal royal et infernal qui selon moi était le roi serpent trempé de sang. Alors partons à la découverte de cette souveraine et plongeons à nouveau dans les légendes abyssales. Plusieurs déités des mythes anciens ont reçu le titre de patronne des enfers, mais bien plus encore, chacune d'elles s'est vue assimilée aux reptiles sacrés. La mythologie nordique dépeint elle comme la déesse du monde des morts, fille de Loki et sœur du démoniaque Jormungand, le serpent du Ragnarok. Au détour des contrées grecques, on y croise cette fois l'épouse du dieu des enfers, Hadès, Perséphone, véritable incarnation du serpent. Son histoire se reflètera dans la Rome antique sous les traits de celle baptisée par les Romains, le serpent qui rampe sous terre, Proserpine. Son récit narre son enlèvement par le dieu Pluton qui fera d'elle son épouse et qui l'amènera au titre de reine des enfers. Ces trois déités semblaient donc réunir tous les attributs pour faire la parfaite reine de pique de ce jeu de cartes. Mais qui serait alors son entité dans One Piece ? Trois personnages pourraient en être sa personnification. La première, celle qui nous mena sur la route de l'arme antique Pluton, Vivi Nefertari. Sa famille fut gardienne du poneglyphe, recélant les secrets de cette arme destructrice et compta parmi l'alliance des 20 royaumes à la création du gouvernement mondial. Le noble sang de Vivi fait d'ores et déjà d'elle un personnage en proie à Pluton. Et c'est les mots de Crocodile qui peuvent appuyer davantage cette hypothèse, puisque selon lui, cette arme antique sommeillerait à Alabasta. Nombreux lecteurs ont alors été convaincus qu'il s'agissait de Vivi, à l'image de Shirahoshi pour Poséidon. Mais malheureusement, je ne suis pas parvenue à trouver d'indices probants entre Vivi et les caractéristiques attribuées à Pluton, ce dieu des enfers. À la différence de Shirahoshi, le lien se fait aisément avec Poséidon, dieu des océans, puisqu'il s'agissait ici d'une sirène vivant dans les fonds marins et assimilée à la race des hommes-poissons. La thématique océanique était donc bel et bien respectée. Or, Vivi ici ne présente aucun réel argument l'amenant aux enfers, ni même à l'animal symbolique du serpent. Ou presque. Deux indices étranges me sont apparus. Le nom de famille de la princesse du pays des sables était Nefertari. Il prend son origine de l'Égypte antique avec la grande épouse du roi Ramsès II surnommée la plus belle femme de toutes. De l'autre, Vivi semblait porter l'attribut du pan avec son arme défensive, le Kujaki Slasher. Kuja signifiant littéralement pan. Ces deux indices m'ont alors conduite à deux terres ancestrales. Sous une architecture chinoise, on y retrouve en premier lieu Amazon Lily, île sacrée des femmes guerrières Kuja, où trône la somptueuse et gigantesque statue à tête de serpent. Ici, force rime avec beauté, et c'est tout naturellement que cet empire est dirigé par une impératrice décrite comme la plus belle femme du monde, Boa Hancock. Cette détentrice du Haki des rois forme avec ses deux sœurs les Gorgognes. Ces femmes aux cheveux hérissés de serpents pouvaient pétrifier quiconque osait croiser leur regard.
Ainsi, la légende de cette île me permettait de réunir plusieurs points essentiels à Pluton. Le titre de plus belle femme, le terme Kuja traduit en japonais par pan, et enfin l'emblème prédominant du serpent à travers la statue de l'île, le mythe des gorgognes ou encore les objets aux mains de ses guerrières. Amazon Lily semblait donc être le point culminant pour loger la reine de pique de ce jeu de cartes. Mais qui pourrait-elle être ? Si nous suivons les traces de cet archipel et du serpent, ces deux chemins mènent à son impératrice, la belle et l'unique princesse Boa Hancock. Son nom reptilien et sa monture Salomé fait d'elle une candidate parfaite pour manœuvrer le roi désigné à la tête de Pluton. D'autant plus qu'elle possède la capacité de naviguer sur la dangereuse Campbelt grâce à son navire tracté par Yuda, l'une des rares créatures que les rois des mers n'attaquent pas. Son fruit du démon est son atout puisqu'elle est en mesure de transformer quiconque en pierre. Une notion rappelant vivement le pouvoir de Pika, l'as de pique dans le jeu de Doflamingo. L'origine de son pouvoir s'entremêle à la malédiction légendaire des Gorgognes et plus précisément celle de Méduse, déesse des serpents. Cet indice est véritablement la clé pouvant confirmer son lien avec le serpent rouge sang. Car parmi toutes les légendes étudiées sur ce reptile, seule l'une d'elles détenait les caractéristiques pouvant incarner le roi de pique et se lier à la perfection à sa reine Boa Hancock. Le basilic. Traduit en grec ancien par roi, il est tout bonnement considéré comme le roi des serpents. Il prit naissance du sang qui coula de la tête tranchée de la gorgone Méduse. Et son corps tout entier était synonyme de désastre et de mort, pouvant terrasser n'importe quelle créature vivante en un seul regard. Le basilic serait alors la quintessence de notre serpent rouge sang, pouvant se lier à la malédiction de l'impératrice d'Amazon Lily. Mais bien plus encore, il fut illustré dans One Piece sous la seconde version du basilic, le Cocatrix, un serpent à tête de coq qu'on retrouve à Impel Down, véritable métaphore des enfers. Et la reine qui permit à Luffy de pénétrer dans ces abysses était justement Boa Hancock. Ainsi, notre princesse guerrière semblait avoir de véritables prédispositions pour prétendre au siège de la reine de pique. Aujourd'hui, son destin est incertain puisqu'elle est en proie à la marine, ce qui pourrait marquer un grand bouleversement menant peut-être à une révélation sur son véritable rôle. Cependant, la terre natale dont est issue Hancock renferme bien des mystères et va nous conduire vers la seconde île logeant la potentielle reine de pique, Wano Kuni. Amazon Lily fut entourée d'une maladie faisant succomber toutes les précédentes impératrices de cet archipel. Nous ne savons ni leur nom, ni ce qu'elles sont devenues. Et c'est cette interrogation qui a fait naître dans mon esprit l'idée que nous puissions connaître le visage de l'une d'elles, ou tout du moins son enfant. Il est mystérieux et on ne sait pratiquement rien de lui, si ce n'est qu'il fut présenté comme étant le fils de l'homme aux 100 bêtes, Yamato. Un nom au cœur de ma théorie sur Pluton qui suggérait que ce bateau serait le légendaire navire de guerre impériale japonais du même nom. Ce personnage fut donc pour moi comme une évidence pour porter le titre d'arme antique. Mais si nous connaissons son père, qu'en est-il de ses origines maternelles? L'histoire d'Amazon Lily fut marquée par la disparition soudaine de la précédente impératrice des suites de la maladie d'amour. Aucune information ne nous a été donnée à son sujet, il serait donc intéressant d'apprendre que cette impératrice serait tombée amoureuse de Kaido, donnant naissance à Yamato. La mort maternelle étant affaire récurrente dans One Piece, la mère d'Usopp, Sanji, Portegas dit Rouge ou encore l'épouse de Senor Pink. Cela pourrait alors expliquer le mal-être qui pousse Kaido à vouloir mourir et son obsession pour l'alcool. Mais si ce scénario reste intéressant, aucun indice réel ne peut être avancé. Pourtant, les découvertes qui vont suivre confirment à nouveau le lien Yamato-Pluton. Elle est originaire de Wano Kuni, ou plus précisément celle de l'île des démons, Onigashima. Mais c'est une précédente théorie qui pourrait nous permettre de le comprendre, celle des K3 dragons. Une légende chinoise contant le récit de K3 légendaires dont chacun s'est vu attribuer une saison, une couleur et un pôle. Ainsi dans One Piece, le premier représentait Momonosuke. Le second était le Shogun, associé au Yamata no Orochi et confirmé plus tard dans le manga. Le troisième, Kaido. Et enfin, le quatrième et dernier dragon, associé à la couverture du chapitre 526. Selon mon hypothèse, il serait apparu sous l'allure d'un homme pour révéler sa vraie nature, celle d'une femme.
Un combat aurait alors fait rage entre le dragon et le tigre, s'incarnant sous les traits de Zoro, rappel du récit historique du grand Ryuma. Vaincu par le légendaire Wado Ishimonji, notre samouraï libéra la véritable âme recélée dans le corps du dragon qui se révéla être Kuina, offrant ainsi son 2002e combat contre elle et sa toute première victoire. Cette connexion aurait alors permis de révéler le secret qui se cachait derrière sa mort et de lui offrir le repos éternel. Ceci était donc mon hypothèse il y a de cela 2 ans. Mais aujourd'hui, avec l'apparition de Yamato, les cartes sont redistribuées et pourraient alors d'autant plus appuyer ce scénario. Yamato pourrait alors prendre l'aspect de ce dragon et se lier à l'histoire de Kuina. Cependant, rien ne peut nous indiquer qu'il en s'agisse d'un, et encore moins que Yamato soit une femme. Ou presque. Il nous fut introduit sous un masque d'Anya, personnification d'une femme démon vengeur. Il en existe 3 catégories, dont l'une d'elles se nomme Onari. Désireuse de vengeance, elle répond sous la colère en transformant son corps en un gigantesque serpent-dragon cracheur de feu. Le plus célèbre de ces récits se découvre chez Kiyohime, une femme démoniaque ayant atteint le niveau de pouvoir maximum après que son amour ait été rejeté par un bonze. Elle sortira alors des eaux pour brûler la cloche d'or, où son bien-aimé se réfugia pour lui échapper. Et en découvrant l'apparence de cette transformation, on comprend alors qu'il s'agissait de la même illustration qu'a fait Oda. Même bouche, même couleur, même cornes, même oreilles, écailles et pilosité. On le retrouve jaillissant de l'eau de par les vagues illustrées sous son corps. Et quant à la cloche, elle pourrait ainsi rappeler celle de Chandora, cité qui peut permettre de mettre en avant l'importance du serpent rouge sang. Quant au feu, il s'agit de l'élément attribué à Pluton et qui fait grand parallèle à Ace, désigné comme l'as de pique dans ce jeu. Ainsi Yamato pourrait alors incarner ce dernier roi, serpent-dragon. Mais restait alors un dernier obstacle, il se devait d'être une femme. Et c'est le chapitre 984 qui fera tomber le masque. Yamato se dévoile et apparaît sous les traits d'une jeune fille en quête de perpétuer la volonté de son idole, Oden Kozuki. Yamato semblait donc pour moi être la parfaite incarnation de la reine Pluton. Reste à savoir désormais si celle-ci porte un nom d'emprunt, ce qui pourrait alors renverser le jeu, car gardez à l'esprit que Wano nous est présenté comme une pièce de théâtre et qu'à tout moment, la véritable Yamato pourrait en cacher une autre. Et c'est justement là le point décisif de cette théorie, car les indices affiliés à Pluton, c'est-à-dire le pan, la beauté, mais surtout les enfers, peuvent également être assimilés à une autre habitante de Wano, Iori, lorsqu'elle prend l'apparence de Loiran. Détentrice du légendaire Enma, dieu des enfers dans les légendes nippones, sa beauté éblouissait le monde et son traditionnel kimono fut marqué par un majestueux pan. Seul problème, je n'avais jamais imaginé Iori être possiblement Pluton, mais davantage Uranus par son lien avec la météo et le ciel. Alors pourquoi Oda a-t-il entremêlé ces éléments chez ce personnage? Et c'est cette illustration qui me fait d'autant plus douter. Sous un décor japonais apparaît 2 pans dont l'allure semble être le miroir du flyer Kozuki, là où se dessinent 2 oiseaux avec à leurs pieds un serpent. Serait-ce alors une métaphore d'Iori et de Yamato montrant un lien entre les filles de ces 2 ennemis, Oden et Kaido? Je pense donc sincèrement qu'un secret se cache derrière tout ça, mais seules les futures révélations d'Oda pourront le confirmer, car il est bien trop tôt pour parvenir à comprendre avec exactitude tous ces éléments. Ainsi, nous en avons terminé avec les candidates pouvant incarner Pluton. Que ce soit Boa ou la véritable Yamato Iori, elle se lie à la perfection à la reine des enfers, tout comme au diabolique serpent roi. Reste à savoir désormais qui d'elle sera en mesure de porter cette arme antique destructrice.